Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse en tant que directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes de pouvoir animer cette table ronde parce qu'elle fait le lien avec la première table ronde de ce matin avec les parlementaires qui ont porté la loi en 2016 et vous êtes aujourd'hui cette relève dont on parlait et qui portait la loi. Alors peut-être juste un mot, puisqu'on a beaucoup parlé des associations et je pense que c'est important de les remettre au cœur aussi des engagements. On l'a rappelé tout à l'heure, notre fédération elle est également engagée sur cette question depuis abolition 2012 et aujourd'hui les associations féministes sont majoritairement en France aussi engagées sur cette question, bien que certains et certaines voudraient faire croire le contraire et je pense que c'est important de le rappeler puisque dans nos dispositifs et notamment le 3919, la ligne d'écoute d'information et d'orientation qui est gérée par notre fédération depuis 92 et qui est ouverte à toutes les formes de violence depuis 2014, eh bien la question de la prostitution au sein du couple notamment est un sujet. Depuis quelques années, ces chiffres sont en augmentation et je voudrais juste rappeler un chiffre qui doit nous inquiéter parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, c'est la question du fait que 30% des femmes qui nous appellent au 3919 sur la part de la prostitution, qui est très faible encore mais qui est en augmentation d'année en année, ont moins de 20 ans, contrairement aux autres types de violences et donc je pense que ça doit aussi particulièrement nous alerter. Alors tout à l'heure, on le disait, depuis 2016, un certain nombre d'engagements sont pris. Et la question de la loi pour l'abolition doit faire aujourd'hui partie des dates clés qu'on devrait toutes et tous pouvoir citer et retrouver quand on parle de la loi pour l'égalité salariale, de la loi pour l'interruption volontaire de grossesse ou la loi pour la criminalisation du viol. Cette loi de 2016 est une des dates clés fondatrices de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc j'aimerais vous demander à chacune et à chacun d'entre vous déjà, en une minute, peut-être rapidement, où est-ce que vous étiez en 2016? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là et quelle a été votre position à ce moment-là sur la question? Je vais commencer par vous, Madame Rioton, en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Alors moi, 2016, j'étais pas là, j'étais pas en politique. Et je suis d'un territoire qui est frontalier à la Suisse. Et donc la Suisse n'est pas abolitionniste. Et donc la Suisse n'interdit pas. Et donc, moi, à regarder ce que faisaient les Suisses, je me disais plusieurs choses. La première, c'est tout simplement laisser peut-être deux personnes consentir et ne pas interdire, globalement. Et puis ensuite, mon regard a évidemment changé. Et ce ne sont pas les arguments qui ont changé, ce sont les visages, en m'intéressant évidemment aux victimes, en m'intéressant à toutes les associations, vos associations qui accompagnaient les victimes, et dire qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'était pas la liberté qui était défendue, et qui est défendue par la Suisse, c'est la liberté non pas des victimes, mais c'est la liberté des auteurs et la liberté des acheteurs. Et donc, ce regard a changé. Merci, Madame Martinez. Vous êtes également députée. J'aimerais vous poser la même question. Alors moi j'avais une position un peu différente en 2016 puisque le jour du vote définitif du texte, eh bien moi j'étais dans ces murs puisque j'étais à l'époque au cabinet de Laurence Rossignol, justement en charge des droits des femmes. Et ce que je retiens de cette journée-là, qui était en tout cas dans mon souvenir, qui restait vraiment une journée très particulière, je me revois régulièrement avec toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce texte soit adopté. Évidemment Laurence, mais aussi les parlementaires comme Catherine Coutel, Guy Geoffroy, Maud Olivier et d'autres. Et nous nous étions retrouvés devant l'entrée de l'Assemblée, côté scène. Et dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, nous avions chanté l'hymne des femmes. Alors il nous arrive de chanter dans l'hémicycle, mais je dois reconnaître que l'hymne des femmes, ça doit être très 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 rare. Et moi j'ai ce souvenir-là du chant et de la conscience, mais véritablement, que ce qui venait de se passer dans l'hémicycle, le travail auquel on avait tous et toutes contribué, auquel moi j'avais apporté un petit peu ma pierre, le travail des associations, venait de prendre une dimension absolument extraordinaire. Parfois, on vote des textes dans l'hémicycle. Aujourd'hui, je suis dans l'hémicycle, il y a des choses qui peuvent me bouleverser. Et je dois dire que cet instant-là, véritablement, dans ma vie de féministe et dans ma vie de manière plus globale, ça a été un moment très, très important. Merci, Monsieur Bouffier-Valente. La même question pour démarrer.
Merci beaucoup. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'organisation excellente de ces travaux ce matin. Moi, il y a 10 ans, j'étais ici, sous un autre statut, en tant que collaborateur parlementaire, d'un parlementaire du groupe socialiste, Jean-Jacques Bridet. Et donc, je me souviens de ce moment particulièrement important qui fait suite à des années de combat. Peut-être un regret, c'est qu'à ce moment-là, je participais à la construction d'un nouveau mouvement, En Marche. Et je pense qu'on a loupé, alors à ce moment-là, le coche et grandement de l'application et de tout de suite se saisir pour une bonne application dès 2017 et d'avoir une réflexion sur ce que vous disiez au tout début, sur la relève. Comment sensibiliser une nouvelle génération de politiques qui rentrait sur l'histoire de ce combat et la manière de le mettre en œuvre le plus efficacement possible. On l'a vu dans les tables rondes sur la mise en place tout à l'heure, il a fallu attendre 8 ans pour la mise en place du comité de suivi de cette loi, et c'est parce que je pense qu'on a loupé à ce moment-là cette réflexion sur comment nous allions mettre en place ce dispositif. On va y revenir effectivement tout à l'heure. Eva Sas, à vous. Oui, merci pour votre accueil et pour cette invitation et pour l'organisation de ces tables rondes. Alors moi, je me souviens surtout du 29 novembre 2013, qui était la première lecture de la loi à l'Assemblée nationale. Et je m'en souviens parce que j'étais en congé maternité, que ma fille avait 17 jours et que j'étais revenue de congé maternité uniquement pour monter à la tribune, défendre cette loi, parce qu'elle me paraissait extrêmement importante. C'était la première fois effectivement qu'on faisait du recours à la prostitution un acte illégal. Et je tenais aussi à être là parce que dans mon groupe écologiste, j'étais minoritaire et que je voulais montrer que parmi les écologistes, oui, il y a des abolitionnistes. Et pour moi, c'est aussi important d'être là aujourd'hui pour en témoigner. Alors si j'ai souhaité commencer par cette question, c'était pas tant pour faire de la nostalgie, mais pour bien montrer comment effectivement c'est une loi qui demande encore effectivement à être travaillée, sur laquelle il faut faire de la pédagogie. Et Madame Rioton, j'aimerais vous poser la question du transpartisan, puisque vous êtes présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que cette question aujourd'hui est portée de manière transnationale? Alors plusieurs des membres ici sont partis du groupe de travail sur la prostitution à l'Assemblée nationale, mais quelle est votre perception aujourd'hui de cette dimension du transpartisan? Moi, j'ai envie de revenir quand même sur 2016. Déjà à l'époque, cette loi, elle est passée avec des voix de gauche, avec des voix de droite, des voix du centre. Et c'était pas des voix pour dire une unanimité, mais c'était au moins une conviction partagée que le corps des femmes ne s'achète pas. Et ça, c'était une conviction qui était partagée et pour laquelle on a encore la possibilité de travailler. On le voit aujourd'hui. En même temps, on voit bien à travers les choses qui ne fonctionnent pas dans l'application de cette loi. Je n'étais pas là ce matin, mais ce qu'on peut dire dans les manques, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que dans tous les départements, on a 36 départements qui n'ont aucune verbalisation. Donc la territorialité de cette loi ne fonctionne pas. On a aussi une grande difficulté quand on voit qu'à Bobigny, l'âge médian de ces victimes est passé en dessous de 15 ans. Ça devrait être inacceptable, quel que soit le parti dans lequel on est. Et puis le fait que vous, les associations, pour moitié, beaucoup manquent de moyens. Donc ces dimensions, elles sont vraiment transpartisanes. Et c'est en ça qu'il faut continuer, certainement d'aller plus loin, moi je dirais sur la partie du numérique. On a la loi Mercier, qui, je ne sais pas si vous en avez également parlé, mais la loi Mercier qui est passée au Sénat, sur lequel il y a des éléments qui sont à son origine positif. L'idée, c'est de dire ce qui est interdit dans la vie réelle l'est également dans le numérique. Donc, en ça, nous devrions avoir une défense transpartisane de cette notion-là. En tout cas, je pense que nous serons en mesure de faire revenir ce texte, en tout cas de trouver une voie de passage sur cette année pour pouvoir revenir dire, dans le numérique, il faut que la vie réelle soit également sanctionnée de la même façon. C'est ce qu'on appelle les nouvelles formes de prostitution. Et il y a également un espace qui vous intéresse, c'est l'espace du champ sportif.
Et l'espace du champ sportif également et des grands événements sportifs vous intéressent. On le sait, quand il y a des grands événements sportifs, eh bien, la question de la prostitution explose. On n'est pas encore tout à fait bien doté pour pouvoir documenter cela. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place pour qu'on ait un regard plus attentif sur ces événements? Qu'est-ce qui se passe quand on a des grands événements sportifs? On a les sportifs eux-mêmes et on a un afflux de visiteurs étrangers. On l'a vu au moment des JO de 2024. Et pour la première fois, l'État, je ne sais pas si vous aviez vu passer ça, mais avait fait une pub en disant « c'est combien ?» Et la réponse était c'est 150 000 € d'amende. Et donc, on voit bien que l'enjeu, c'est aussi un enjeu de prévention. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire sur les événements sportifs? Si on a à légiférer, en tout cas d'amener de plus en plus une feuille de route qui permet d'éveiller cette notion que la France, elle a une position abolitionniste et qu'on ne peut pas acheter le corps de l'autre. Donc, de la prévention de façon très, très affirmée. Ça passe par la sensibilisation aussi auprès des comités sportifs, auprès des personnes qui viennent aux événements. Absolument. Céline Thiébaut-Martinez, vous l'avez dit, engagée de longue date sur la question. À l'Assemblée, une proposition de loi du Rassemblement national a proposé d'ouvrir à nouveau ce qu'ils ont appelé les bordels, les maisons closes. Vous vous êtes évidemment mobilisé contre cette proposition. Est-ce que vous pourriez faire état ici également pour les personnes qui viennent de l'étranger, de l'état de ces échanges? Alors oui, en effet, il y a quelques semaines maintenant, le Rassemblement national, par le biais d'un de ses porte-paroles, a proposé la réouverture des maisons closes. Alors à ma connaissance, il n'y a pas de texte en tant que tel qui a été déposé en vue d'un éventuel examen. Mais la proposition du Rassemblement national, à mon sens, elle dit deux choses. La première, c'est bien entendu la position de ce parti d'extrême droite sur les femmes. Pour moi, cette proposition, elle n'est qu'une illustration de leur position sur les femmes. C'est d'ailleurs à peu près la seule proposition qu'ils font, donc de remettre les femmes à disposition des hommes quand ils ont des choses à dire sur le sujet. Je voudrais que l'ensemble de la salle ait conscience de ce que défend ce parti lors de nos débats. Je donnerai deux exemples. Dans les débats sur le projet de loi de finances, on a eu en commission une discussion assez lunaire sur le fait que, on a dû se positionner sur un amendement du Rassemblement national qui visait à diminuer les crédits aux associations féministes, notamment parce qu'une part de ces crédits devait servir à financer des protections périodiques pour des femmes en situation précaire. Ce qui en dit long sur la conscience même des problématiques que les femmes rencontrent pour ce parti. Et puis on a droit très régulièrement à des sorties, bien entendu, sur les séances des VARS, qui, selon les représentants du Rassemblement national, n'ont aucun intérêt et tendent plutôt à faire dévier nos jeunes d'une ligne qui ne correspond bien entendu pas à ce qu'elle devrait être selon le Rassemblement national. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'illustration d'une position du RN sur les femmes qui n'a, à mon sens, aucune dimension féministe, bien entendu, et aucun souci de l'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxième point que ça met en évidence, c'est quand le représentant du RN qui fait la proposition dit que la loi actuelle, en tout cas le cadre légal actuel, est le summum de l'hypocrisie bourgeoise. Ce que ça illustre, ça illustre une situation qui a été quand même pas mal évoquée depuis ce matin, c'est le fait que, bien entendu, aujourd'hui, nous disposons en France d'un cadre qui est assez complet, qui est assez salué à l'international pour agir, lutter contre la prostitution, lutter contre le proxénétisme, accompagner les personnes qui veulent sortir du système prostitutionnel. Mais malgré ce cadre, on a une réalité, c'est que la puissance publique, les pouvoirs publics sont trop peu investis, ont trop peu investi le cadre qui a été posé en 2016. Et aujourd'hui, on va y revenir un peu après, on observe une explosion de la prostitution, notamment la prostitution des mineurs. Il n'y a pas du tout de baisse de la prostitution des adultes. Et en effet, je trouve que la société est dans une forme d'hypocrisie concernant la prostitution. Alors on le voit bien, c'est essentiel d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et vous avez également organisé un déplacement
une mission à Berlin, je crois. On en parlait ce matin. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont l'état des réflexions justement sur cette ouverture et la réglementation en Allemagne? Est-ce qu'il y a un soupçon de revenir en arrière? Alors, la situation en Allemagne, je pense que dans la salle, vous la connaissez globalement. C'est-à-dire que donc, l'Allemagne a fait le choix dans les années 2000 d'un modèle réglementariste. Le déplacement qu'on a organisé, donc c'était dans le cadre du groupe d'études prostitution, puisqu'il y a un groupe d'études prostitution à l'Assemblée nationale, donc ce qui montre que c'est un sujet qui est au cœur des réflexions des parlementaires. On est allé en Allemagne parce que, vous le savez, régulièrement, on a des poussées des réglementaristes qui tendent à dire que la réglementation, ce serait tellement mieux que notre loi d'abolition. Ce qu'on a pu observer en Allemagne, et je le dis en pesant mes mots, est assez terrifiant. Donc nous avons été accueillis à Berlin, où nous sommes allés sur site, c'est-à-dire dans le quartier où s'exerce principalement, où on trouve l'essentiel des bordels de Berlin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a pu nous y dire, de tout ce qu'on a pu y voir, mais je donnerai quelques exemples. Récemment, un rapport a été établi sur la loi allemande qui réglemente la prostitution. Et donc, ce rapport fait le constat de l'explosion de la prostitution des mineurs. Et plutôt que de chercher à protéger les mineurs, dans les recommandations, le rapport préconise qu'on crée un cadre de pratique de la prostitution pour les mineurs. Je donne un autre exemple. Les femmes qui sont enceintes, qui sont en situation de prostitution, doivent s'arrêter de travailler au bout d'un certain temps de grossesse. Le rapport fait le constat que c'est discriminant par rapport aux autres femmes qui travaillent tout le temps. Et donc le rapport préconise que ces femmes enceintes puissent travailler officiellement jusqu'au jour de l'accouchement. Ce qui vous laisse imaginer le niveau de libéralisation de l'accès du corps des femmes. Et ça montre une chose, c'est que à partir du moment où on ouvre la porte d'un accès au corps des autres, et en particulier celui des femmes et des jeunes filles, à partir du moment où on ouvre cette porte, il n'y a plus de limite en fait. La seule limite, en quelque sorte, c'est l'argent. Mais il y aura toujours un client, il y aura toujours une demande. Et ça, c'était, je pense, une des conclusions assez flagrantes de notre déplacement à Berlin. Alors, Monsieur Gouffier-Valente, peut-être sur la... Sur la question des nouvelles formes de prostitution qu'on a commencé un petit peu à aborder tout à l'heure, entre le passage à la rue de l'exploitation en ligne, mais également les questions de l'exploitation sexuelle en ligne sans échange physique. Vous avez aussi, je crois, vous mené une réflexion sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus pour pouvoir et identifier et pénaliser et protéger également sans doute les plus jeunes? Merci beaucoup, Arati. Personnel, je n'ai pas mené une réflexion dessus, mais c'est un sujet d'actualité. Et vous entendant ce matin, en le remettant quand même dans un contexte sur les sujets qui sont devant nous, moi je m'aperçois à quel point il est quand même fondamental de transmettre l'histoire de cette loi et l'importance de cette loi, comme vous le disiez, qui doit être au panthéon des lois qui ont été adoptées par cette Assemblée et qu'il ne faut surtout pas perdre de vue cette histoire. Et moi je remercie, j'en profite tout particulièrement Claire Quidé, Grégoire Théry, qui dans les premières années de mon mandat m'ont transmis justement l'importance de cette loi, m'ont expliqué quel avait été ce combat et comment l'appliquer. La deuxième chose, c'est qu'il faut continuer le combat, avant même de parler des nouvelles formes, pour l'application de cette loi, qui aujourd'hui pas suffisamment appliquée, pas suffisamment de moyens, des inégalités territoriales, et comme le disait Laurence Rossignol tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une ministre qui se mobilise actuellement en la personne de Laurent Berger, mais il faudrait que le ministère de l'Intérieur en fasse une réelle priorité, au même titre que d'autres. Mais on ne peut pas laisser comme ça perdurer une mauvaise application de cette loi, si on veut en tout cas répondre à l'objectif qui était posé par Aube tout à l'heure, qui était de vouloir que cette loi soit fixée jusqu'au bout du monde, d'une certaine manière, qui est l'objectif que l'on doit se fixer. Au-delà de la transmission, de l'importance de cette loi, de son application, il faut continuer à regarder les angles morts qu'on évoque depuis tout à l'heure, et en fait, la manière dont les réseaux de proxénétisme ont une capacité non pas à contourner la loi, mais à toujours utiliser de nouveaux outils.
Et parmi ces nouveaux outils, les nouvelles, on va dire, formes, il y a le développement du proxénétisme de mineurs. Il y a des nouvelles formes d'organisation, notamment à travers la prostitution dans des logements ou dans des salons de massage, c'était évoqué tout à l'heure par l'association Zéro Macho. Et puis, bien entendu, le recours aux outils numériques. Et là, parler encore avec Laurence Rossien, parce qu'il y a un texte qui est en discussion du côté du Sénat, mais qui sort, qui va être vivement discuté quand il va arriver à l'Assemblée nationale. Et d'une certaine manière, en fait, il faut faire simple, il faut créer un délit de proxénétisme en ligne, qui vient condamner de la même manière que l'on fait dans l'espace physique, et bien dans l'espace numérique, les personnes qui recourent à un acte tarifé sexuel. Et donc, c'est vers cette disposition assez simple, à mon avis, qu'il faut aller, et notamment pour réussir à condamner, alors qu'il n'y a pas, bien entendu, de relation physique, mais qu'il y a ce délit qui est commis. Et puis peut-être un tout dernier point que nous devons inscrire dans un moment où nous continuons d'approfondir notre diplomatie féministe, c'est un sujet que nous devons continuer de porter à l'international dans tous les échanges que nous avons. Ce matin, la présidente de la délégation aux droits des femmes du Congrès espagnol, Susana Ross, ne peut pas être parmi nous, mais par exemple, ça fait l'objet de nombreuses discussions avec les Espagnols actuellement. Ils sont très curieux de voir comment cette loi a été discutée, comment elle est mise en œuvre et qui peuvent évoluer. Et il y a d'autres États qui aujourd'hui, à mon avis, sont prêts à évoluer, mais il faut vraiment le mettre dans nos échanges internationaux. Merci beaucoup. Eva Sas, on l'a vu, il y a des angles morts de cette loi encore, il y a des choses à améliorer, mais il y a encore sans doute de la pédagogie à faire sur cette loi qui, malgré le fait qu'elle soit complète, globale et qu'elle lutte dans le cadre du continuum des violences, est encore assez peu finalement connue et il manque encore de l'adhésion. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire de la pédagogie à votre niveau, les parlementaires, avec vos collègues, mais aussi peut-être avec le reste de la société ? Oui, tout à fait. Pour moi, les principales avancées de la loi, c'était d'une part les parcours de sortie de la prostitution, et je crois que vous pouvez être fiers des 2500 parcours de sortie de la prostitution qui ont pu être mis en œuvre grâce à cette loi, et le témoignage de Hope tout à l'heure était vraiment saisissant et très émouvant. Mais la loi de 2016, c'est aussi, et peut-être d'abord, la reconnaissance de la prostituée comme victime de violence et la reconnaissance du client comme auteur de ces violences. Et de ce point de vue, vous avez raison, je crois que les mentalités ont peu évolué, en tout cas c'est ce que je constate autour de moi. Et à mon avis, il y a deux raisons. D'une part, on est confronté à la montée de l'accès facilité à la pornographie qui quand même met en scène l'acte sexuel comme un acte de soumission et qui banalise d'une certaine manière cette violence. Donc ça ne permet pas de faire évoluer les mentalités de ce côté-là. Et puis par ailleurs, moi, alors peut-être que c'est un tropisme commission des finances, je crois qu'il y a quand même une insuffisance de moyens dans l'application de cette loi, à la fois pour la communication et la sensibilisation, pour rappeler que le recours à la prostitution n'est pas un acte ordinaire, mais que c'est un acte illégal et une violence. Et pour ça, il y a quand même encore assez peu de moyens qui sont mis sur les campagnes de sensibilisation et de communication. Mais aussi évidemment des moyens pour les parcours de sortie de la prostitution. On sait qu'il faudrait de l'ordre de 240 millions d'euros par an pour appliquer réellement cette loi. On est plutôt dans des ordres de grandeur de 7 millions d'euros. Je crois qu'on est quand même loin des moyens qui seraient nécessaires pour une application correcte de cette loi. Et pour moi, c'est ce qui explique aussi que les mentalités et les choses évoluent peu de ce point de vue-là. Je crois qu'il manque quand même, il faut le dire, une volonté politique. Une volonté politique qui se traduit dans des moyens, je le dis, mais aussi dans les politiques sociales qui font le terreau de la prostitution. Par exemple, vous l'avez évoqué, la protection de l'enfance devrait disposer de beaucoup plus de moyens pour que ces défaillances ne soient pas le terreau de développement de la prostitution. Mais c'est aussi donner priorité à la lutte contre les systèmes prostitutionnels, sur la politique migratoire d'une part, vous l'avez évoqué, la priorité donnée à la politique migratoire est un frein et un obstacle pour la mise en œuvre des parcours de sortie de la prostitution.
et que ce soit aussi une priorité dans l'action des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on n'a pas du tout l'impression que la lutte contre la prostitution soit la priorité dans les politiques de sécurité intérieure. Donc je pense qu'on a besoin d'une volonté politique beaucoup plus marquée, et moi c'est ce que j'attends de la période qui vient pour enfin faire changer les mentalités sur cette question. Alors, vous l'avez dit, peut-être pas encore assez de moyens dans le cadre de la politique intérieure, mais il y a une autre question, moi, qui m'intéresse beaucoup, Monsieur Gouffier-Valente, c'est la question, vous avez parlé de diplomatie féministe, mais c'est aussi comment est-ce qu'on travaille avec le reste du monde quand on est citoyen français et qu'on part en tourisme d'affaires ou de voyage à l'étranger, et puis qu'on s'autorise l'achat d'actes sexuels au Maroc, en Thaïlande, à Cuba, alors qu'on est citoyen d'un État qui défend l'abolition. Alors je sais que c'est une utopie que de le penser aussi grandement, mais est-ce qu'on a des leviers d'action pour aller aussi sur cet angle mort de notre loi ? Il faut qu'on arrive à réussir à avancer dessus. Sur un Français qui, effectivement, à l'étranger, commettrait un tel acte. On a réussi, il y a quelques années, par exemple, à créer un outil législatif qui nous permet de sanctionner le viol que commet un Français à distance, à l'international, via un outil numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui, derrière son ordinateur, commandite un viol à l'autre bout de la planète. Donc on doit pouvoir avancer aujourd'hui sur nos réflexions pour trouver des outils juridiques qui nous permettent effectivement de mettre en adéquation au niveau international la mise en place de la loi qu'on a votée en 2016 sur la prostitution. Ce qui, à mon avis, ne sera pas évident dans les débats juridiques à avoir, mais il faut qu'on arrive, en tout cas, à les faire naître et à les mener. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, puisqu'on me dit que le temps est écoulé. Un mot de la fin, peut-être, Madame Rioton, sur les perspectives à venir ? Ça fonctionne, ouais. Les perspectives, c'est une année législative qui s'annonce difficile du point de vue transpartisan. Moi, je suis assez orientée résultat, qu'on arrive à inscrire à l'Assemblée la PPL de la sénatrice Mercier de façon à faire avancer de façon concrète les sujets. Voilà, pour que ce qui a été voté en 2016 soit une réalité encore aujourd'hui, jusque dans les territoires. Oui, merci. Moi, je voudrais redire à quel point, même si on est des parlementaires et qu'on a un super pouvoir qui est de faire la loi, je voudrais dire à quel point on a besoin de la puissance publique pour l'application de la loi de 2016. Aujourd'hui, moi, je suis présidente du groupe d'études prostitution et il est évident, ça a été dit à de multiples reprises ce matin, qu'on a un énorme sujet sur la prostitution des mineurs. Si demain, on ouvre le texte de 2016, c'est-à-dire que si à un moment on décide de venir modifier le cadre légal qui vise à sanctionner l'achat d'actes sexuels, si on décide de toucher à ça, personne ne peut dire ici quel sera le résultat de nos débats parlementaires. Et tout ça, c'est possible parce que la puissance publique ne s'est pas suffisamment saisie du texte de 2016, parce qu'on n'a pas suffisamment dit à quel point acheter un acte sexuel, ça n'est pas possible en France, c'est interdit et c'est sanctionné. On est toujours dans la dichotomie de 80 ou 70% des Français pensent que la prostitution est une violence, et dans le même temps, un certain nombre de Français continuent à acheter des actes sexuels parce que quand vous roulez à 200 à l'heure sur la route et qu'il n'y a jamais de radar et jamais personne pour vous mettre de contravention, vous continuez à rouler à 200 à l'heure sur la route. Donc moi, d'une certaine façon, je fais un appel aussi à un soutien des pouvoirs publics, parce que sans ça, je pense que nous aurons beaucoup de mal à agir, notamment sur la question de la prostitution des mineurs aujourd'hui. Je vous remercie. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi patientes et patients jusqu'à cette heure-ci. Merci à vous pour votre mobilisation et Abolition in Action.